Bonjour tout le monde, bienvenue à l'Espace Cuisine pour la sécurité alimentaire. Je m'appelle Erika Salem, je suis agente de programme pour le Conseil du système alimentaire montréalais et chargée de projet de l'Espace Cuisine pour la sécurité alimentaire. Aujourd'hui, en partenariat avec la chaire de recherche sur la transition écologique et avec la collaboration de ELG UQAM et le service aux collectivités, on se parle des pratiques d'évaluation dans les organisations communautaires et plus particulièrement l'évaluation des projets en alimentation. Donc, pour rappel, parce qu'il y a toujours des nouvelles personnes qui se joignent à nous, mais ça fait 3 ans que l'Espace Cuisine mène des webinaires à tous les mois. Dans le fond, le projet, ça vise à rassembler les personnes qui travaillent pour la sécurité alimentaire des Montréalaises et des Montréalais pour qu'on se partage nos outils, nos bonnes pratiques, les leçons apprises qui sont issues des projets qui visent à répondre aux besoins alimentaires des Montréalaises et des Montréalais, plus particulièrement les plus vulnérables. Donc, le but de l'espace cuisine, c'est vraiment que tout le monde se partage une compréhension des enjeux en sécurité alimentaire, qu'on se partage des approches qui sont les plus porteuses. On veut favoriser la coopération entre les acteurs et actrices en sécurité alimentaire à Montréal, comprendre qui fait quoi, puis on veut renforcer la collaboration, harmoniser le travail. On veut que tout le monde travaille mieux ensemble puis qu'on se partage nos connaissances. Donc, maintenant, ça fait quoi l'espace cuisine? Comme je disais, ça fait 3 ans qu'on mène des webinaires, des genres de forums participatifs où est-ce que tous les sujets sont toujours développés en co-création avec des gens comme vous. Donc, selon des emails que je reçois, des demandes de sujets, on me dit que j'aimerais ça parler de ci, je me pose des questions sur ça, puis moi, je finis toujours par répondre Hey, mais qu'est-ce que t'en penses si on fait un webinaire? Donc, j'essaie à tous les mois d'organiser ces webinaires sur la sécurité alimentaire. On a commencé cet automne à organiser des promenades découvertes des systèmes alimentaires locaux dans les quartiers. Donc, en collaboration avec notamment le collectif Récolte, mais aussi plusieurs concertations locales en sécurité alimentaire. On est allé dans le sud-ouest, à Ville-des-Morts, on est allé sur le plateau, on est allé dans Peter McGill au centre-ville. C'était super intéressant. Donc, on a commencé à organiser des promenades. On prend une pause maintenant, vu qu'il fait frisquet là, pour se promener dehors. Et puis, on fait des recherches et bien plus à venir. Donc, on a un site web où est-ce que toutes ces ressources vont être rendues disponibles d'ici quelques semaines. On a un nouveau site web qui va vous permettre d'accéder à tout ce qu'on a fait depuis 3 ans. Là, on a des photos des magnifiques promenades qu'on a eues à cet automne dans les différents quartiers. C'était fantastique. Si vous êtes intéressé à collaborer pour organiser des promenades au printemps, on pourra s'en parler avec bonheur. Donc, aujourd'hui, on parle des pratiques d'évaluation dans les organisations communautaires. Euh, la première partie va être des présentations. On va avoir des présentations sur les résultats de recherches qui portent sur l'évaluation dans les organismes communautaires. Puis, on va aussi présenter la démarche et plateforme qui s'appelle Évaluation en commun. Le but, c'est de réfléchir ensemble aux approches porteuses pour renforcer l'évaluation, particulièrement dans les organisations qui œuvrent en sécurité alimentaire. On veut explorer les indicateurs de la démarche d'évaluation en commun. Il y a une soixantaine d'indicateurs qui ont été développés, puis on va explorer ça ensemble. Puis, on est en toute transparence. Notre objectif, c'est de recruter des nouveaux projets. Donc, on veut promouvoir le plan d'action du Conseil SAM puis la démarche d'évaluation en commun qui est disponible pour vous, à laquelle vous pouvez inscrire des projets. De quoi je parle? Donc, il y a un plan d'action 2023-2025 du Conseil du système alimentaire montréalais. Ce plan d'action-là, il vise à avoir une vision commune de c'est quoi les enjeux en sécurité alimentaire, les enjeux les plus criants. On parle d'insécurité alimentaire, on parle d'accès à une saine alimentation, on parle de réduire l'empreinte écologique du système alimentaire, j'en passe. Et puis, on essaie de mettre de l'avant les approches les plus porteuses pour répondre à ces enjeux-là. Et on vise notamment, à travers ce plan d'action, à cartographier les projets qui contribuent à l'atteinte des objectifs du plan d'action. Les projets, c'est qui les porte? Ben, il y en a quelques-uns que le Conseil du système alimentaire porte, mais en vérité, c'est vous, toutes les organisations, les concertations qui sont dans les quartiers, qui portent des projets en sécurité alimentaire. Puis il y en a d'autres, il y a des projets qui vont au-delà de la sécurité alimentaire aussi. Tout ce qui est lié à l'atteinte d'un système alimentaire plus durable. Donc, on veut cartographier c'est quoi qui se fait dans le système alimentaire comme projet,
On l'a fait au dernier plan d'action, le plan d'action 2020-2022, puis on s'est rendu compte qu'on ne comprenait pas très bien, en fait, en quoi ces actions contribuaient à l'atteinte des objectifs. Donc, on avait une belle cartographie, mais on ne voyait pas comme c'était quoi l'impact des projets. Donc là, on s'est dit, ah, ben, ça nous prendrait peut-être une démarche d'évaluation pour ce plan d'action. Donc, c'est ce on tente de mettre en place et que ça avance assez rondement. Oh, pardon, chaire de recherche sur la transition, pas de la transition. Pardon, j'ai une petite coquille. Et puis, donc, on va vous présenter ça aujourd'hui plus en détail. Mais pour commencer, je vous présente des personnes intervenantes fantastiques qui vont présenter aujourd'hui. Il y a Sonia Pedro-Rosas et Maud Léonard, qui sont chercheuses et professeurs au département d'organisation et ressources humaines de l'ESG-UQAM. Ils travaillent aussi pour le service aux collectivités de l'UQAM. Et puis, il y a Eliane Brisebois, qui est coordonnatrice et agente de recherche de la fantastique chaire de recherche sur la transition écologique avec qui nous collaborons pour cette démarche d'évaluation. Donc, j'ai beaucoup parlé. Sans plus tarder, je vais arrêter de présenter et je vais laisser le contrôle à Maud Léonard et Sonia Pedrosas qui vont vous présenter. Bonjour tout le Merci. monde. Bonjour Merci, tout le monde. Erika. Merci, Erika. Petite précision, on ne travaille pas pour les services aux collectivités, mais on travaille avec. On va vous raconter tout à l'heure, vous allez comprendre. Bon, bonjour tout le monde. Merci beaucoup, Erika, pour l'invitation. Ça nous fait énormément plaisir de partager les résultats de cette recherche. C'est une recherche partenariale qui a été réalisé justement avec les services aux collectivités UQAM. C'est un service de l'UQAM qui fait le pont entre les organismes communautaires et les organismes des femmes et les syndicats et nous, les chercheurs, chercheuses universitaires, pour faire des recherches en co-construction. Dans ces cas, il s'agit d'un travail qui a été réalisé avec trois organismes et les centres de formation populaire, c'est un organisme communautaire qui est spécialisé en évaluation, ça fait longtemps, avec une approche d'éducation populaire. Ré les femmes, que c'est un organisme communautaire aussi très ancré et avec beaucoup d'expérience travaillant avec les femmes. Puis l'RQAK, que c'est les réseaux québécois, les réseaux qui représentent en fait l'action communautaire autonome. Et pour revenir un peu à la recherche, c'est une recherche, on va vous parler un petit peu des objectifs de la recherche, qu'est-ce qu'on visait avec notre travail. Et c'est une recherche qui faisait une mise à jour d'un travail qui était fait en 2005. Donc, après un petit peu plus de 15 ans, autour de 15 ans, on s'est dit, bon, qu'est-ce qui se passe avec les démarches d'évaluation, les pratiques d'évaluation? Donc, on est arrivé en 2020 pour faire ce travail. Et quelque chose d'important aussi, on a réalisé la recherche en visant de faire un rapport et pour le plan qui était en cours, ou pour le plan gouvernemental, pour les organismes communautaires. Et ce qu'on cherchait, c'est d'identifier l'écosystème, ce que nous on appelait l'écosystème en matière d'évaluation des organismes communautaires, c'est-à-dire les acteurs et actrices qui étaient en lien avec ces sujets-là. Le deuxième objectif, c'était d'aller voir en détail les portraits des pratiques d'évaluation des organismes communautaires, puis enfin d'identifier les conditions favorables et les obstacles qui vont renforcer les pratiques d'évaluation chez les organismes. Et comment on a fait le travail? Comme j'ai dit tout à l'heure, c'était une démarche partenariale. Dans la démarche partenariale, on fait vraiment une co-construction depuis la question des recherches jusqu'au moment de la diffusion. On est maintenant dans la phase de diffusion. On a produit les connaissances, puis maintenant on parle des résultats, de ce qu'on a trouvé. Et pour le faire, pour ce faire, on mobilisé une méthodologie mixte et on a utilisé des données autant quantitatives que qualitatives. Pour les quantitatives, on a réalisé une enquête. On avait comme information la liste d'organismes qui sont financés par l'État. C'est 5000 organismes. À partir de cette liste-là, nous avons trouvé un échantillon, élaboré un échantillon, puis lancé une enquête.
Donc, avec cela, on a eu des résultats pour avoir un aperçu des organismes communautaires et en faisant l'exercice, on a identifié certaines caractéristiques de ces organismes. Dans les caractéristiques, je pense que c'est intéressant de noter qu'il s'agit des organismes matures. Mathieu, dans le sens des années d'existence, d'expérience. Les organismes communautaires au Québec, on voit que ce sont des organismes qui sont petits. Il n'y a pas un changement dans la taille, un changement d'échelle, mais d'échelle taille. Mais il a un ancrage très fort, puis des années d'expérience aussi importantes. Dans ces cas, c'est en moyenne 30 ans d'expérience. Et c'est en moyenne, il faut que je dise là. Donc là, au milieu, c'est les 30 ans, mais il y a quand même des outliers, des organismes plus anciens, certains, mais des organismes aussi plus nouveaux. Et des organismes aussi, on note, qui font un travail à niveau local. Ça, c'est aussi important de souligner. Puis, qui ont une grande diversité dans leurs thématiques. Et pour compléter cette partie quantitative qui des fois est plus froide, nous avons fait une composante, mobilisé une composante qualitative. Pour cette partie-là, nous avons parlé avec les groupes d'acteurs, actrices de ce qu'on appelle l'écosystème d'évaluation, notamment avec les organismes communautaires en soi. On a aussi discuté avec les personnes qui sont spécialisées en évaluation et qui accompagnent les organismes dans leur démarche, avec les fondations et avec les bailleurs de fonds gouvernementaux. Puis à la fin, pour avoir encore plus de finesse dans notre compréhension du sujet, on a fait 4 camps profondeurs avec les femmes, concept, la Fédération des maisons d'hébergement des femmes et un, deux, trois gros points de l'île. Et ça, parce que ce sont des organismes qui ont développé des pratiques d'évaluation structurante. Donc, qui sert aussi d'illustration pour d'autres organismes comme vous. Sinon, là, je vais avec la diapositive suivante, à ce qu'on trouve dans l'analyse de ces informations. Maud, je te passe le micro. Oui, oui, merci. Justement, on a préparé la présentation en fonction de nos trois objectifs. Alors, un de nos premiers objectifs, c'était d'un peu de regarder de quoi a été fait l'écosystème d'évaluation de l'action en action communautaire. Puis, comme on avait il y avait déjà un travail qui avait été fait en 2005, on a voulu voir les comparables un petit peu. Alors, on a vu que dans les 15 années précédentes, il y avait quand même eu des changements assez significatifs dans l'écosystème. On voyait chez les organismes, d'ailleurs, une plus grande ouverture face à l'évaluation, à ce que c'est. Il y a eu des formations qui ont été faites, une programmation de sensibilisation puis de formation à l'évaluation. Puis, on a remarqué qu'il y avait déjà cette plus grande ouverture à l'évaluation, un petit peu moins de craintes qui peuvent être associées souvent à ces genres d'activités-là. Aussi, ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait une multiplication des acteurs de l'écosystème. Ils étaient présents en 2005, mais il y a eu des changements quand même dans leur organisation ou les relations qu'ils entretiennent entre eux. Alors, évidemment, il y a les organismes, il y a les fondations privées et publiques. La différence qu'on fait là, entre privé et public, public pouvant être des fondations où c'est des citoyens qui vont faire des dons à cette fondation. Et les fondations privées sont des fondations issues de fortunes familiales là, qui sont associées à des noms souvent, là, sans les nommer. Il y a des bailleurs de fonds gouvernementaux provinciaux. On s'est concentré sur le Québec, les ressources de soutien et d'accompagnement et les tierces parties. Alors, qu'est-ce que j'entends par les ressources de soutien et d'accompagnement? Souvent, ce sont des organisations ou des consultants à leur compte qui ont développé toute une expertise puis une façon de faire pour soutenir puis accompagner les organismes communautaires dans leur démarche d'évaluation. Puis ça, on voit un peu dans la lignée de faire de la sensibilisation, de l'évaluation, de la culture d'évaluation, essayer de développer cette culture d'évaluation-là. Ça a fait apparaître
justement un petit peu plus d'organisations qui se sont spécialisées dans ces démarches-là d'accompagnement. Et quand on parle de tierces parties, on parle principalement souvent là, du Conseil du Trésor, hein, si on parle au niveau gouvernemental, du Conseil du Trésor qui, elle, par ses orientations, par ses orientations, par les choix qui peuvent être faits politiquement, vont avoir quand même une influence sur les programmes et la manière dont les programmes vont être présentés aux organismes, puis qui, sur des fois, les conseillers qui accompagnent les organismes dans le cadre des programmes vont procéder à cette pression-là, si on veut. Et on a aussi les donateurs, justement, souvent qui ont des attentes de plus en plus importantes là, en termes d'impact. On parle d'impact social, qu'est-ce que c'est pas, mais en même temps, ces pressions-là sont exercées sur les fondations pour qu'ils fassent la démonstration qu'effectivement, les fonds sont distribués auprès d'organismes qui ont un réel impact. Alors, qu'est-ce que c'est cet impact? Ça, c'est encore, on va le voir, encore un petit peu flou pour l'écosystème. Alors, comme je vous disais, il y a des pressions indirectes qui sont exercées par les tierces parties. Ça, c'est quelque chose qui est ressorti dans le cadre de nos focus group. Mais comme il existe maintenant une multiplication aussi des sources de financement, puis des différents programmes, on voit quand même qu'il y a une complexification des exigences en matière d'évaluation. Alors, on est financé par plusieurs financeurs et chacun demande à sa façon des résultats d'évaluation. On voit qu'il y a eu une présence aussi accrue des ressources de soutien et d'accompagnement. Je vous l'ai nommé. Je trouvais ça intéressant de vous amener les 3 rôles qu'habituellement vont porter les ressources ou les personnes qui vont offrir ce soutien, cet accompagnement-là à l'évaluation. Alors, on voit que c'est des rôles non mutuellement exclusifs, là, alors on peut se promener là-dedans, mais souvent, elles vont être les gardiennes du plan d'exécution de l'évaluation, ce qui ne veut pas dire qu'elles vont mener l'évaluation de A à Z, on va le voir plus tard. On est plutôt dans des approches participatives, mais à l'intérieur de ça, comment on va suivre le calendrier, on va s'assurer que l'échéancier d'évaluation est respecté, puis qu'on fait les activités qu'on a besoin de faire. Alors, dans cet esprit-là, elles sont les gardiennes du plan d'évaluation. Elles peuvent jouer aussi le rôle de médiatrice dans les négociations entre les organismes et les bailleurs de fonds, alors qui ont développé un vocabulaire, un langage où on est capable de communiquer puis faire le pont entre les organismes de financement qui ont des attentes en termes d'évaluation, mais aussi les organismes pour s'assurer que la démarche d'évaluation colle bien à leur mission puis à leurs activités. Elles peuvent aussi tenir le rôle d'amis critiques auprès des organismes, c'est-à-dire qu'elles sont en mesure de créer un climat de confiance quand même avec les organismes et dans ce cadre-là sécuritaire et sont capables de challenger un petit peu les organismes puis de les faire voir peut-être des aspects où c'est peut-être un peu plus délicat, puis d'en discuter de façon ouverte et transparente avec eux. Alors, si tu veux poursuivre, Sonia, je te lance la balle. Oui, quand tu pratiques, quand on analyse ces données qualitatives et quantitatives, on peut faire ressortir des pratiques, certains constats liés aux pratiques d'évaluation des organismes communautaires. Le premier constat, c'est que les organismes font de l'évaluation. Donc, quand on voit les données quanti, on voit que 73% d'organismes, ils affirment faire l'évaluation et donc c'est un pourcentage important parmi les répondants, répondantes à l'enquête. Et ce qui est plus intéressant aussi, que ce n'est pas nouveau. On voit que pour les 50% des organismes ayant répondu à l'enquête, et cela est fait depuis plus de 15 ans. Et ça, c'est intéressant de remarquer. Et il y a une question, mais si vous êtes d'accord, on répond tout à l'heure aux questions lorsqu'on termine la présentation.
Et on voit qu'il a un lien avec le travail qui était fait les années 2000. Il a tout un travail de formation, en évaluation et en négociation qui était donné par justement cette équipe qui a été chargée les années 2000 à réaliser l'étude sur les pratiques d'évaluation. Puis, on constate aussi qu'il a quand même des différences significatives qui sont liées à la taille de l'organisme. On voit que les groupes d'organismes qui font les VAL, ils ont une taille plus grande du point de vue travailleurs. Donc, plus de capacité d'engager des gens salariés. Puis aussi, c'est intéressant, ils reçoivent une proportion de financement des sources privées qui est plus significative que les organismes qui ne font pas les VAL. Et ça, il faut dire, on a fait une analyse statistique des groupes des organismes qui font par rapport au groupe d'organismes qui ne font pas. Donc, les résultats sont significatifs du point de vue statistique. Et sinon, quelque chose d'intéressant, c'est l'approche participative. Il y a 88% d'organismes qui font les valides qui disent on mobilise une approche participative. Mais ce qui est intéressant, c'est en discutant dans la partie qualitative avec ces organismes qu'on voit que cette approche, il peut prendre plusieurs formes. Et l'approche participative, c'est une sorte de spectre d'approche participative. Ça peut être l'approche participative CA avec les gens qui travaillent dans l'organisme, mais ça peut aller beaucoup plus loin. Approche participative dans les personnes qui sont dans l'organisme, dans l'organisation en soi, mais aussi les personnes qui participent des activités. Et enfin, et ça, c'est en faisant les bilans de tous nos données et après au moins, bon, au moins une année ou plus d'analyse, qu'on fait ressortir un constat qu'on trouve qui est important pour comprendre les pratiques d'évaluation. Il y a deux groupes, nous avons identifié deux grands groupes de pratiques d'évaluation. Les premiers qui ont appelé les pratiques d'évaluation intégrées. Il s'agit des pratiques qui sont intégrées au fonctionnement quotidien de l'organisme. Des pratiques qui ont un caractère très réflexif, puis qui s'appuient surtout sur une logique d'apprentissage. C'est-à-dire que les organismes les mobilisent dans le quotidien pour remettre en question leurs actions, pour être à l'écoute de leurs membres et les participants participantes, puis pour améliorer leurs interventions. Et à côté de ces pratiques qui en parallèle et très imbriquées, on trouve les pratiques d'évaluation que nous avons appelées systématisées. Dans ces cas, il s'agit des expériences d'évaluation qui sont structurantes, des occasions qui vont permettre de reconnaître et de valoriser les pratiques intégrées, puis des occasions aussi qui permettent un changement de culture organisationnelle et des renforcements du pouvoir de négociation. Dans ces pratiques, dans ces groupes de pratiques d'évaluation systématisées, on voit qu'ils sont souvent déclenchés en réponse des exigences des bailleurs de fonds et aussi en lien un besoin ressenti par les organismes eux-mêmes de repenser, de réfléchir et d'enrichir leurs activités et interventions. Quelque chose d'important, ces pratiques systématisées qui vont changer les structures organisationnelles sont très souvent besoin d'accompagnement parce que ce sont des expériences assez lourdes, je dirais, pour que les organismes puissent les amener toutes seules. Et c'est une imbrication, c'est l'imbrication des deux qui donne sens aux pratiques d'évaluation dans les mondes des organismes communautaires. Je laisse la parole à Maude. Oui, alors je voulais, on voulait compléter en regardant un peu quelles sont les conditions qui favorisent l'application des démarches d'évaluation ou qui fait obstacle dans les organismes. Alors, ce qu'on a vu, c'est que, bon, je pense que sans grande surprise, hein, qu'est-ce qui favorise le renforcement des pratiques d'évaluation? C'est un accès à des ressources financières et humaines. On voyait que plus on avait accès à du financement et plus grand était le nombre, plus grand était le nombre d'employés dans
dans les organismes et plus on menait des démarches d'évaluation. Il y a aussi un aspect très important de s'assurer d'une cohérence dans la nature de l'accompagnement. Alors, il faut qu'elle soit cohérente avec la valeur et les valeurs et la vision des organismes, qu'elle soit modulée selon l'ampleur, la nature de l'évaluation et de ses étapes. Alors, si on est dans une démarche d'évaluation plus intégrée, de pratique intégrée, bien, on a peut-être moins besoin d'un accompagnement plus soutenu, tandis que quand on est dans une démarche plus systématisée, bien là, on a peut-être besoin d'un accompagnement un petit peu plus intensif. Ça, puis qui se module en fonction de l'expérience de l'organisme de toute façon, puis justement de qui est dans l'organisme et qui a l'expertise. Un aspect aussi important, c'est l'intention puis la volonté des organismes de s'engager par eux-mêmes. Alors que même si ça peut être imposé ou demandé par une source extérieure, bien de réaliser à quel point l'évaluation peut être intéressante pour nous, puis une démarche duquel on va pouvoir ressortir, de laquelle on va pouvoir ressortir des éléments intéressants, importants pour nous dans une perspective d'amélioration continue, mais ça va avoir une influence aussi sur la manière dont on va être capable de mettre en place notre évaluation. Puis aussi, ce qui va en lien avec la compréhension et la reconnaissance des retombées positives de l'évaluation pour l'organisme. Ce qui fait obstacle, bien, ce qu'on a remarqué, c'est que c'était une absence de valorisation des pratiques d'évaluation intégrée. C'est-à-dire, bien, ce que je fais dans mon organisation, dans mon organisme, bien, c'est pas de l'évaluation, mais en soi, tous ces moments réflexifs où on s'assoit autour de la table, puis on est en train de réfléchir à comment on pourrait faire autrement ou qu'on fait un petit tour de table de satisfaction, mais ce sont des moments aussi qu'on peut qualifier d'évaluation, qu'on met dans les pratiques d'évaluation intégrées au quotidien de l'organisme. Alors, le fait de ne pas les valoriser, ben, c'est de dire ben, comment c'est un obstacle en soi à pouvoir mener une démarche d'évaluation complète et riche et pertinente et cohérente pour l'organisme. Bon, l'insuffisance des ressources, je passe rapidement. Je pense qu'on est assez au courant de ça, mais il y a surtout aussi un flou qui subsiste entre c'est quoi la différence entre la reddition de compte puis l'évaluation. Des fois, les bailleurs de fonds, souvent, ont une définition très claire, mais qui est différente d'un bailleur de fonds à l'autre de qu'est-ce que c'est la différence entre la reddition de compte et l'évaluation, les différentes façons d'évaluer dont ils font la promotion, mais aussi qu'est-ce qui est attendu de l'organisme. Il y a encore un flou qui est présent et qui subsiste. Et ça fait obstacle. Mais une chose qu'on peut conclure, en fait, de notre démarche de recherche, c'est qu'on a remarqué que l'évaluation comme un processus réflexif, ça fait partie de l'ADN des organismes communautaires. Puis, on l'a toujours fait, on le fait toujours, mais comment on peut valoriser chacune de ces activités qu'on fait de manière même quotidienne ou hebdomadaire, puis le faire valoir comme des résultats, en fait, d'évaluation qui sont valides, valables. Alors, merci. Je compléterai là-dessus. Merci beaucoup, Maude et Sonia. C'est super intéressant. On a déjà des questions dans le chat. On va les prendre sans plus tarder, là. Je pense qu'à travers ta présentation, notamment Maude, tu es passé tu as nommé des exemples d'évaluation, notamment des évaluations informelles, mais on demande, quand on parle d'évaluation, de pratiques d'évaluation, on parle concrètement de quoi? On parle de pratiques intégrées ou systématisées, mais avez-vous des exemples? Ça fait la question, je peux aller, Maud? Vas-y. Je la trouve totalement pertinente. Merci beaucoup pour la question. Et justement, il y a un aspect d'abord qui Maud l'a nommé. Et quand on commençait la recherche, on a bien fait la différence entre reddition de comptes et évaluation. Et nous, on s'est concentré dans l'évaluation. Reddition de comptes, c'est on rend compte, normalement, c'est au bailleur de fonds, aux sources de financement. Là, l'évaluation, nous, on considérait toutes les pratiques qui servent à se poser des questions dans l'organisme.
Et la question, et ça c'est le résultat de la recherche, nous en faisant cet exercice juste sur l'évaluation, on sait pareil, on ne veut pas savoir la réduction des comptes, mais en faisant en mettant nos lunettes sur l'évaluation, en nous concentrant là-dessus, on voit que et ce qu'on appelait des pratiques quotidiennes, des pratiques intégrées, ce sont des pratiques qui sont vraiment mobilisées dans le quotidien de l'organisme. Des fois, on les appelle informels, entre guillemets, et on ne les reconnaît pas comme pratiques d'évaluation, un tour de table après des activités. On se pose des questions après l'activité et ça fait à nourrir et enrichir l'intervention. Donc, des pratiques qu'on peut appeler d'informelles, mais ça fait partie des réflexions, des pratiques réflexives de l'organisme. Et dans ces cas, parce que c'est une autre question, on a besoin toujours d'accompagnement? Non, c'est ça qu'on voit. Dans les pratiques quotidiennes, les organismes les font. En plus, ce qu'on observe dans ces mondes des organismes communautaires, c'est, et Maud le nommait aussi, et ce sont des organisations très réflexives. Donc, ils se mettent toujours en question, ils s'améliorent toujours. Et ça, c'est intéressant de faire ressortir dans la recherche. Ces pratiques intégrées ne sont pas souvent valorisées et même pas reconnues comme forme d'évaluation par les organismes. Donc, on parlait, nous, en faisant la recherche, des les besoins de valorisation par les organismes, puis de les faire valoriser aussi par d'autres, des acteurs actrices qui sont externes aux organismes. Maud, je te laisse le micro. Oui, puis j'ajouterais simplement à ça parce que que dans des fois, cette absence de valorisation ben, de ces pratiques-là qu'on n'identifie pas comme de l'évaluation, bien, c'est que souvent, on les récupère pas ou on les capte pas. Puis, quand on réfléchit nos effets ou à toutes sortes de demandes qu'on a, ben, on ne peut pas aller puiser nécessairement dans ces aspects-là parce qu'on ne l'a peut-être pas gardé en note ou on ne l'a pas nécessairement considéré comme quelque chose qui pouvait servir aussi nos résultats puis notre évaluation. Alors, moi, je le vois un peu comme on fait nos bilans financiers hein, à chaque. On fait nos budgets, nos bilans financiers, nos prévisions, puis ça, c'est intégré dans nos pratiques. On fait des tours de table, mais comment on peut amener ces résultats-là ou disons ces choses qu'on appelle informelles. C'est pour ça qu'on a voulu on n'a pas voulu appeler ça informel, mais comment on le fait, on le met en lumière, puis on le capte, puis on peut faire le suivi en ayant un petit journal de bord ou quelque chose qui peut nous suivre dans le temps, dans lequel on va pouvoir puiser pour l'utiliser par la suite. Une question de Josias que je pense importante, si je peux y aller, parce qu'il demande est-ce qu'il y a une personne responsable d'évaluation au sein des deux types d'organismes communautaires? Quelque chose d'important, c'est qu'il ne s'agit pas des deux types d'organismes communautaires. Les deux types d'évaluation, ils sont présents dans les mêmes organismes communautaires. Donc, il y a des organismes qui ont juste des pratiques intégrées et qui n'ont pas eu le moment, l'occasion de faire ces pratiques structurantes parce que c'est cher, parce que c'est lourd et structurante, mais c'est quand même demandant. Mais normalement, les organismes qui ont fait ces pratiques structurantes, qu'il y a plusieurs qui l'ont fait, ils ont beaucoup de pratiques intégrées. Donc, c'est une imbrication des deux. Ce n'est pas une typologie d'organisme, c'est une typologie de l'évaluation. Et s'il a du accompagnement interne, là, et Maud, tu reviendras aussi, mais ce qu'on voit, il n'a pas forcément quelqu'un qui est dédié à l'évaluation parce que, comme je disais au début, normalement, on voit dans les caractéristiques des organismes communautaires, ce sont des organisations de petite taille, très, très ancrées, avec beaucoup d'expérience, donc matures, mais de petite taille. Donc, c'est très rare de voir qu'il y a une personne qui est chargée de l'évaluation. Par contre, lorsqu'ils font des pratiques structurantes, les expériences qu'on a vues des pratiques structurantes, normalement, il y a quelqu'un dans l'organisme qui va être comme responsable de faire les suivis, par exemple. Parce que les pratiques structurantes sont très souvent accompagnées par des spécialistes en évaluation. Il faut se dire que les pratiques structurantes, c'est vraiment technique là.
Donc, il a un accompagnement presque toujours externe, donc il a quelqu'un qui va faire les ponts dans l'organisme. Non, je ne sais pas s'il a quelque chose Oui, de ben, plus puis là-dessus. tu nommes une personne qui va porter un peu cet aspect-là dans l'organisme sans avoir à tout faire les activités d'évaluation nécessairement. Mais ce qui peut être intéressant, c'est de former quand même un comité ou quelques personnes sans se diffuser la responsabilité, parce que des fois, c'est ça qui arrive. Oh, on ne sait plus trop qui est responsable. D'avoir une personne qui est responsable de faire le pivot aussi, puis peut-être être en lien avec la personne en particulier qui nous accompagne dans la démarche, mais d'avoir quand même un petit comité qui peut se rencontrer puis discuter de façon régulière sur la question. Puis comme ça, là, quand on appelle l'approche participative, ben là, je pense que là, on est vraiment dans qu'est-ce qu'on entend dans notre continuum de participatif, là. Alors, qui va participer à ce comité-là? Ça peut être très varié, puis selon les organismes, il y a vraiment une grande diversité. Puis là, je vois dans le chat, est-ce qu'il y a un rythme ou une récurrence des évaluations? On n'a pas remarqué ça en particulier, ou ça, c'est pas une question qui a été nécessairement posée comme ça. Mais ça va dépendre vraiment, moi je le remettrais ça dépend vraiment des activités de l'organisme, de qu'est-ce qu'elle cherche à atteindre auprès de qui, puis quel type d'évaluation dans laquelle elle veut s'engager aussi, qu'est-ce qui est attendu d'elle en termes d'évaluation, mais qu'est-ce qu'elle attend d'elle-même aussi en termes d'évaluation. Ça va peut-être donner le rythme à ce moment-là. Et juste pour revenir à ce que dit Maud, dans les participatives, on a vu que les cas les plus structurants, justement, c'est dans les évaluations plus participatives, les organismes font participer pas juste les gens qui travaillent dans l'organisme, mais aussi des participants, des membres. Là, c'est vraiment la participation totale, aller entendre les personnes qui vont de temps en temps ou qui participent des activités pour réfléchir à l'évaluation. Et si je pourrais venir à quelque chose Je qu'on vais a devoir vous nommé, arrêter ah bientôt. oui, Juste une dernière intervention, Sonia, oui, mais après, on dernière va devoir référence s'en. que je pense, mais je les vois aussi dans une autre recherche, puis dans celle-là, les impacts, l'évaluation d'impact, parce que ça tire énormément l'attention. Ce qu'on voit dans la recherche, c'est l'évaluation d'impact, c'est déjà un type d'évaluation qui est très demandant. On voit dans la recherche que ça vient très souvent des exigences des tierces parties, donc les bailleurs de fonds, les conseils du trésor. Et une chose importante aussi de dire que très souvent, il y a une confusion entre évaluation d'impact et résultat. Et là, je m'arrête là. Donc, quand on s'engage en évaluation d'impact, il faut bien réfléchir pourquoi on s'engage à cela. Mon Dieu, on dirait qu'on veut savoir la différence entre les deux, mais tu nous laisses sur notre soif. On va passer, j'aime ça. Merci beaucoup, Sonia et Maude. C'est super intéressant. Puis j'ai l'impression qu'on pourrait aller s'inscrire à un cours à l'UQAM pour en parler pendant 45 heures de l'évaluation. Mais ça donne envie. Merci pour cette présentation. C'était concis, mais super intéressant. On va passer tout de suite à Eliane Brisebois de la chaire de recherche sur la transition. Eliane, le contrôle est à toi. Oui, je vais vous partager mon écran. Donc, j'espère que ça fonctionne pour tous et toutes. Ça marche. Donc, merci. Bonjour, bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir aujourd'hui de vous parler de notre projet qui est une démarche et aussi une plateforme numérique, donc évaluation en commun. Puis je souligne aussi la présence de mon collègue, le professeur René Audet, qui est avec nous aujourd'hui, puis aussi la contribution là, au cours des dernières années de toute mon équipe d'auxiliaires de recherche et de stagiaires. Donc, je ne suis pas seule derrière ce gros projet. Donc, puis un petit mot là, pour faire le lien avec la présentation précédente. Dans le fond, nous, ce qu'on propose, c'est vraiment de systématiser l'évaluation dans les organisations du système alimentaire montréalais pour justement avoir là, des pratiques intégrées, mais aussi pour avoir un portrait plus général là, des impacts. Donc, à l'origine, Évaluation en commun, c'est un projet de Montréal en commun. Donc, Montréal en commun, c'est le programme porté par la Ville de Montréal, plus particulièrement par le Laboratoire d'innovation urbaine, qui a été créé à la suite de la candidature gagnante de la Ville de Montréal au défi des villes intelligentes du Canada.
Donc, dans ce grand programme, il y a différents volets, dont un volet alimentation dans lequel collaborent 4 organisations que sont le collectif Récolte, la Cantine pour tous, le Laboratoire sur l'agriculture urbaine et le Carrefour solidaire. Donc, ces 4 organisations expérimentent des nouvelles pratiques en sécurité alimentaire, en approvisionnement, etc. Et donc, nous, la chaire de recherche sur la transition écologique, on a été mandaté dès le départ pour accompagner ces organisations-là pour l'évaluation de leurs projets. Puis, juste pour une petite mise en contexte, pourquoi nous? Ben, c'est parce que nous, on travaille sur des projets en alimentation. On a fait plusieurs recherches là-dessus depuis plusieurs années. Et on est très impliqués dans le milieu. Donc, c'est un peu pour ça qu'on a formé ce partenariat-là avec ces acteurs-là. Donc, dans la première expérimentation de l'évaluation, il y a 5 projets que vous voyez du côté droit qui ont été évalués. Donc, à la base, l'objectif de notre démarche, c'était de développer la culture de l'évaluation et son appropriation avec les porteurs de projets en alimentation. Puis ce grand objectif-là était associé à différents sous-objectifs qui sont en fait des objectifs de l'évaluation en général. Donc, on voulait que cette démarche-là puisse permettre l'amélioration continue puis une plus grande efficacité des initiatives. On voulait justement faire connaître l'impact réel des initiatives montréalaises, puis on voulait que du même coup, ça favorise l'obtention de soutien financier. Puis, comme Montréal en commun est vraiment axé, comme je le mentionnais précédemment, sur l'expérimentation, ben notre démarche en soi est aussi une expérimentation. Donc, on a travaillé sur des nouvelles pratiques d'évaluation, puis l'objectif final, c'est aussi de transférer les outils, les connaissances qui ont été produites dans ce contexte. Donc, si on peut résumer la démarche, il y a eu une première phase qui s'est tenue de 2021 à la moitié de cette année. Donc, une phase qui était exclusivement, comme je le disais, exclusivement avec les partenaires de Montréal en commun. On a mené, puis on parlait tantôt d'évaluation participative, et nous, c'est cette approche-là qu'on a décidé de mener, d'emprunter, pardon. Donc, c'était avec les 4 partenaires de MEC. On a de ça a émergé la plateforme Évaluation en commun que je vais vous présenter tantôt. Là, mais en gros, Évaluation en commun, c'est un outil pour créer des formulaires à partir d'un répertoire d'une 60aine d'indicateurs. On a bien sûr la base de données, puis on a un outil de tableau de bord où on peut visualiser les données traitées, donc les données de tous les projets évalués. On est passé à une deuxième phase cette année, là, depuis à peu près cet été. Donc, dans le cadre de cette phase-là, on est toujours avec Montréal en commun, mais on a rajouté un partenaire très important que vous connaissez bien, c'est le Conseil du système alimentaire montréalais, parce que comme je faisais référence au dernier sous-objectif, ce qu'on veut, c'est pouvoir transférer et changer d'échelle, donc tout ce qui a été développé dans ce contexte-là. Donc, on élargit la démarche, puis on élargit aussi l'utilisation de la plateforme et notre objectif, notre rêve, ce serait que tous les projets du système alimentaire montréalais fassent partie d'évaluation en commun, mais on va commencer tranquillement. Mais là, déjà, on était à 5 projets en 2022, puis là, en ce moment, fin 2023, on a 32 plans d'évaluation, donc 32 projets là, qui sont officiellement inscrits dans évaluation en commun, puis on a 13 projets un peu, on pourrait dire, en stand-by, donc des plans qui sont en cours d'élaboration. Donc, potentiellement, pour la prochaine boucle d'évaluation, on aurait une 40aine de projets qui seraient évalués dans l'évaluation en commun. Donc, c'est pas pire, passer de 5 à 40, je pense qu'on peut être fiers. Fait que rapidement, je vais juste présenter qu'est-ce qui s'est passé lors de la première phase, qui était vraiment le cœur de la phase participative. C'est qu'avec les partenaires de Montréal en commun, on a mené des ateliers de co-construction qui nous ont fait travailler sur la théorie du changement, sur les indicateurs, puis sur des plans d'évaluation. Comme je l'ai mentionné, ça nous a mené à des grandes réflexions sur qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces données-là, comment on peut les valoriser. Puis c'est là qu'est apparu tout le travail qui a mené au développement de la plateforme pour mettre en commun ces données. Puis pour disons, clore la première expérimentation, on a collecté et analysé ces données, puis on a publié les résultats d'évaluation. Puis
quand on s'est quand on a joint le SAM là, pour ce partenariat-là, ben, il a fallu mettre à jour la théorie du changement qu'on avait développée. Donc, on a pris les grandes orientations du PARI. Donc, le PARI, c'est le plan d'action régional intégré du SAM. Puis, on a pris les objectifs, puis on a créé ce qu'on appelle dans le langage de l'évaluation des résultats souhaités. Donc, qu'est-ce qu'on veut pour notre système alimentaire? Donc, on a fait une grande synthèse, puis ça a ressorti qu'il y a 12 résultats souhaités. Puis, dans le fond, les différents indicateurs qui étaient déjà créés dans le cadre de la démarche avec Montréal en commun, puis des nouveaux indicateurs qui manquaient, ben, ces indicateurs-là sont tous associés aux résultats souhaités puis aux orientations du SAM. En gros, c'est ça qu'on peut retenir. Donc, la plateforme évaluation en commun, la voici. Là, pour l'instant, le site est en pause parce qu'on a passé on a un nouveau développement. Là, on va avoir une nouvelle version de la plateforme qui va bientôt être en ligne. Donc, quand ça va être en ligne, vous pourrez aller visiter le évaluationencommun.org. Et puis, il y a l'outil là, dont je parlais rapidement, l'outil de tableau de bord. Donc, ça, c'est la première version du tableau de bord qu'on a eu pour les résultats d'évaluation de 2022 et certains projets avaient des données pour 2021. Fait que c'est des exemples de présentation des données, de visualisation des données qu'on peut faire. Donc, il y a certaines données qui se prêtent à des graphiques, il y en a d'autres, c'est plutôt des encadrés. Il y en a qui demandent c'est un peu plus d'analyse, de mise en contexte. Qu'est-ce qui va devenir de plus en plus intéressant, c'est que plus on va avoir de projets, plus on va avoir de données, plus ça va être intéressant justement parce qu'on va pouvoir évaluer, faire ressortir des tendances, des changements, qu'est-ce qui se passe dans le système alimentaire. Et puis, ça va être plus facile de comparer différents groupes de projets entre eux. Donc, pour la première année, comme je l'ai dit, on avait seulement 5 projets. Il y avait certains indicateurs qui avaient été sélectionnés par seulement 1 ou 2 projets. Fait que, des fois, c'était vraiment dur de faire parler les données. Mais je pense, comme je le disais, là, que ça va devenir de plus en plus intéressant dans les années à venir. On a travaillé également dans ce contexte-là avec l'organisation Nord Ouvert sur une politique de gouvernance des données. Puis en gros, ce que ça dit, c'est que quand on met nos données, là, les organisations qui mettent leurs données sur évaluation en commun, elles acceptent que justement leurs données soient mises en commun avec celles des autres projets, qu'elles soient traitées et partagées sous forme de tableau de bord collectif public, mais aussi que le nom de leur organisation apparaisse, comme vous avez peut-être vu là, dans les exemples que j'ai montrés précédemment, que justement le nom de leur projet apparaisse à côté des données, sauf pour les données financières. Donc, on est vraiment sur une ouverture des données, de la transparence. Puis si, en tant qu'organisation, il y a des données qu'on n'a pas envie de partager, qu'on veut pas qu'elles deviennent publiques, ben c'est simple, on dit aux organisations, ben vous avez juste à pas choisir ces indicateurs-là si vous n'êtes pas à l'aise de partager ces données-là. Puis pour les données financières, ben il y a beaucoup d'agglomération, puis l'anonymisation se fait parce que justement, on présente plutôt des moyennes, on va présenter des groupes, on va c'est ça, présenter les données là, pour s'assurer qu'on ne puisse pas identifier aucun projet. Puis nous, on considère vraiment que évaluation en commun dans ce contexte-là devient justement, comme son nom l'indique, un commun de données. Puis c'est pour ça qu'on a choisi une licence Creative Commons. Donc, les données n'appartiennent pas à la chaire de recherche sur la transition écologique. Nous, on est juste, dans le fond, les gestionnaires de données. Les données, elles appartiennent à l'ensemble de la communauté qui partage ces données. Puis si on veut utiliser ces données-là, les partager, ben il faut justement citer le site évaluation en commun puis utiliser la licence Creative Commons. Puis en gros, on a décidé qu'on allait garder les données pour une durée indéterminée parce que justement, on veut faire des analyses longitudinales, puis on veut avoir vraiment une idée de l'évolution du système alimentaire au cours des années. Donc, ce qu'on propose aux organisations, c'est l'outil puis la méthode. Donc, pour évaluer leurs projets, on est vraiment axé sur l'évaluation de projets et non l'évaluation des organisations. Et dans ce contexte-là, on accompagne les organisations pour faire un plan d'évaluation. Donc, ça, en gros, ça consiste à choisir des indicateurs qui sont pertinents, adaptés à l'évaluation de nos projets. Et
nous, on fait pas l'évaluation. On va pas aller dans les organisations. On va vraiment proposer des méthodes. Il y a certains indicateurs là, qui vont être vraiment plus précis, qui vont demander comme plus de travail. Tu sais, par exemple, l'indicateur sur le gaspillage qui est évité ou le gaspillage qui est généré. Ben, tu sais, on s'entend sur une méthode standardisée. On s'entend aussi sur des définitions standardisées pour que tout le monde ait la même compréhension des différents indicateurs. Donc, c'est un peu ce rôle-là qu'on joue. C'est vraiment le rôle de donner les outils, de donner les capacités aux organisations. Puis on est très ouvert. Nous, on dit un plan d'évaluation, ça peut compter 5 indicateurs, comme ça peut en compter 25. Donc, ça dépend vraiment de la volonté puis du temps que les organisations veulent investir là-dedans. Mais, comme on l'a vu un peu aussi avant, plus c'est intégré dans les pratiques, moins ça prend de temps et plus ça peut être facile d'évaluer nos projets. Ça fait que ça, c'est notre vision, en gros, de l'évaluation. Puis aussi, Irka l'a mentionné en tout début de présentation, ben on travaille de concert avec le Conseil SAM, puis on veut justement là, que les projets puissent faire partie de la grande communauté de Montréal en commun, pardon, du SAM, puis que dans le fond, les projets inscrits au plan d'action régional intégré, ben soit évalués avec évaluation en commun, puis du même coup, ceux qui sont déjà dans l'évaluation en commun, on leur demande hey, ça vous tente de faire partie du plan d'action régional intégré. Fait que, on veut faire grossir de plus en plus cette communauté-là qui partage des pratiques d'évaluation. Fait que pour terminer, non, pas encore presque terminé. J'ai beaucoup parlé des indicateurs. On a associé, comme je le disais précédemment, les indicateurs aux résultats souhaités du SAM, mais on a aussi classé les indicateurs en catégories, disons, plus d'activités. Fait qu'on a toutes ces catégories que sont l'agriculture urbaine, la sécurité alimentaire, la mutualisation, les partenariats, la gouvernance, le gaspillage alimentaire, etc. Puis on a aussi des catégories là, plus qualitatives, là, comme les suivis transversaux, où là, on demande aux organisations d'identifier les freins leviers de l'opérationnalisation de leur projet. Fait que bien sûr, tout ça, là, toutes ces données-là vont être analysées dans le cadre de la plateforme. Et à quoi ça ressemble dans le temps, c'est que là, pour l'instant, on continue de rencontrer des partenaires, de leur présenter évaluation en commun. On propose des accompagnements pour la réalisation des plans d'évaluation pour les activités de 2023. Et de janvier à mars 2024, on va entrer nos données dans la plateforme. Donc, tous les participants vont se connecter à leur compte. Ils vont avoir plusieurs semaines là, pour colliger leurs données. Puis, on va publier un prochain tableau de bord là, au printemps. Puis, ça va recommencer comme ça chaque année. Donc, on peut décider cette année, en 2024, là, de commencer à évaluer nos activités grâce aux indicateurs d'évaluation en commun. Puis, encore une fois, il y a des indicateurs qui vont nécessiter des collectes de données plus poussées. Par exemple, si on veut aller vérifier, ben, c'est quoi la perception de l'accès à la saine alimentation de mes bénéficiaires. Mais là, c'est ça, il faut l'organiser, cette collecte de données-là. Donc, on peut la faire en 2024 sur nos activités en cours. Puis après ça, début de 2025, ben, on va entrer nos données sur ces indicateurs-là. Donc, c'est voilà mon pitch de vente. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Fait que je vais cesser mon partage d'écran. Fantastique. Merci beaucoup, Eliane, pour cette présentation. On espère effectivement qu'on vous a convaincu. On voit déjà dans le chat qu'il y a certaines personnes qui sont intéressées. Puis c'est super important pour nous aussi d'avoir votre feedback puis l'approche critique par rapport à ça, tant positif que négatif, comment toujours l'objectif, on est en évaluation, fait que c'est de s'améliorer. Donc, c'est important pour nous de vous entendre là-dessus, puis de voir comment ce processus-là peut être amélioré. On a pris un peu de retard, il y a déjà des questions, là. Quelle était l'année de référence considérée pour la collecte des données? Avez-vous fixé de commun accord avec les organisations participantes des cibles annuelles par indicateur afin de ne pas mesurer afin de mesurer la performance? Non, on n'a pas de cible parce qu'on n'a pas vraiment de point de référence pour l'instant. Mais parce que ça aussi, je pense, c'est un travail comme plus à l'échelle du Conseil du système alimentaire montréalais. Puis il y a des grandes cibles comme par exemple je donne souvent l'exemple du gaspillage alimentaire.
c'est ça, la ville de Montréal a une cible sur ça. T'sais. Fait que là, si on veut choisir des cibles, ben, on peut aller voir des cibles à plus haute échelle. Là. Super. On a des gens qui demandent par rapport, est-ce qu'on peut s'inscrire encore pour avoir un plan d'évaluation? Est-ce qu'on peut avoir un accompagnement? La réponse est oui. C'est pour ça qu'on fait la présentation aujourd'hui. On va faire un blitz encore. On est là-dedans depuis le mois de septembre, puis on continue jusqu'à Noël à prendre des rendez-vous avec différentes organisations pour développer des plans. C'est juste présenter, premièrement, ça ne vous engage à rien. Hein? Puis c'est toujours possible de comme, vous faire présenter ça, sélectionner vos indicateurs, puis donc s'il y a une catastrophe qui arrive, ou si ça ne vous intéresse plus, ou si vous n'avez plus les ressources, ou peu importe la raison, puis vous décidez de vous retirer, on ne va pas vous tordre un bras, c'est vraiment possible, mais l'objectif, c'est d'être là pour vous offrir cet accompagnement-là si ça vous intéresse, si c'est pertinent pour vous. Puis c'est possible de modifier aussi les indicateurs sélectionnés au fil du temps. Beaucoup de questions. Est-ce que la méthode standardisée prend en considération les capacités limitées des petites organisations qui ont moins de ressources humaines et financières? Oui, parce que comme je le disais, on considère qu'un plan d'évaluation, c'est minimum 5 indicateurs. Puis, tu sais, 5 indicateurs, ça peut être des indicateurs très basiques en bon français. Là. Ça peut être juste de dire, OK, nous, on a combien de partenaires? C'est quoi les relations qu'on a développées avec nos partenaires? Justement, là, choisir comme, OK, c'est quoi nos freins leviers dans l'élaboration puis la mise en œuvre de nos projets? C'est juste ces genres de 4 questions. Ben là, j'ai dit 5, là, mais là, on peut se poser une autre question. On peut se poser, OK, qu'est-ce qu'on fait comme activité de transfert de connaissances? Puis c'est qui nos publics cibles? Puis combien de personnes on en rejoint dans le cadre de ces activités-là? On peut se poser ces 5 questions-là, puis c'est un plan d'évaluation. Donc, c'est en tant que tel, là, le travail avec nous, ça se fait une fois par année. Puis une fois par année, on rentre nos données dans évaluation en commun. Puis le reste de l'année, c'est d'intégrer ces pratiques-là. Tu sais, si on décide de compter notre kilométrage alimentaire, ben là, il va falloir intégrer, tu sais, est-ce va avoir un compteur sur tel camion, puis on va, chaque semaine, on va mettre ça dans un Excel, tu sais. Fait qu'après ça, il y en a qui peuvent aller super loin, puis il y en a qui peuvent aller, selon leur capacité, qui peuvent se poser seulement 5 questions, tu sais. Fantastique. On fait quelque chose en tête et ça m'a échappé. Mais il y a quelqu'un qui demande si cet accompagnement-là peut être fait aussi à d'autres régions. On est en contact avec notamment des partenaires comme Vivre en Ville qui travaillent plus au niveau national. Puis, tu sais, pour l'instant, on se concentre à juste réaliser la chose pour Montréal parce que c'est là qu'on est basé. Mais tu sais, les outils peuvent être partagés. Puis éventuellement, c'est sûr qu'on a des conversations avec le forum SAP, les démarches qui se passent dans le reste du Québec pour les systèmes alimentaires territorialisés. Donc, c'est sûr qu'on peut se jaser puis vous mettre en contact avec d'autres instances qui le font ailleurs au Québec. Ici, là, à Montréal, on a la chance de. On fait ce projet pilote, puis on a un certain leadership, puis on espère justement pouvoir inspirer d'autres régions à embarquer dans la danse puis renforcer leur évaluation de systèmes alimentaires locaux, qu'ils soient régionaux ou de quartier. D'ailleurs, en parlant de quartier, c'est ça que je vais en venir. Il y a des gens qui s'intéressent, on est une concertation, puis on a plusieurs partenaires, puis ça nous intéresse, mais tu sais, on a déjà tout un plan, nous, d'action au niveau de notre quartier, puis ça implique plusieurs organisations. Ça pourrait être intéressant, de faire cette démarche-là pour nos partenaires au niveau du quartier. C'est très possible aussi de le faire, puis on a commencé à le faire avec certaines organisations. Il y a des quartiers, il y a des concertations qui sont déjà avancées sur ces questions-là d'évaluation, puis super intéressés à le faire de façon concertée entre partenaires d'un même quartier. Puis là, c'est là que on va donner la parole à quelqu'un qui est embarqué dans la danse à ce niveau-là avec nous. Il y a Sarah Chazal qui est là, puis qui va nous témoigner un peu de qu'est-ce qui se passe, pourquoi la démarche évaluation en commun les a interpellés, qu'est-ce qu'ils faisaient déjà avant, puis peux-tu nous parler de ton expérience, Sarah? Oui, pas de souci. Merci, Erika. Vous m'entendez bien? Ok, super. Moi, c'est Sarah. Je travaille pour la table de quartier Vive Saint-Michel en santé. Je m'occupe de la communication de la table de quartier, mais aussi du projet Saveur, qui est l'acronyme de notre système alimentaire valorisant l'éducation, l'unité et le rayonnement, et dans lequel plusieurs partenaires en alimentation sont très investis.
Donc, nous avons décliné le projet Saveur en 4 volets: production, transformation, distribution et réussite éducative. Et à ces 2 volets, 2 éléments viennent s'ajouter, qui sont la communication dont je m'occupe, ainsi que l'arrimage culturel avec l'aide d'un partenaire. Donc, dans le cadre du PIC 2, on a tout un plan d'action, comme tu le disais, Erika, qui a été écrit collectivement et qui comprend des activités et des indicateurs nous permettant d'évaluer chaque action menée dans les 4 volets énoncés plus tôt. Et effectivement, nous étions en questionnement quand, quand on a eu la chance de rencontrer le Conseil SAM et la chaire de recherche en transition écologique de l'UQAM. Nous souhaitions évaluer les projets de chaque organisme et les projets autour de Saveur aussi, mais sans savoir par où commencer ou quelle orientation prendre. Donc avant ce projet, les données étaient enregistrées par les partenaires pour chacun de leurs projets et tout ça de leur côté. La mise en commun des données était très compliquée pour faire une évaluation plus collective du projet dans lequel les partenaires venaient de rentrer, le projet Saveur. Et on avait besoin d'une méthode, on avait vraiment besoin d'une méthode commune. Donc, avec ce plan d'action, on s'est rendu compte qu'on avait vraiment beaucoup d'actions, donc voilà, beaucoup d'ambition pour faire rayonner le système. Et on avait beaucoup d'indicateurs à évaluer, mais peu de temps et peu de ressources pour le faire. Donc ça a été un peu une évidence pour nous d'être connectés à la chaire de recherche et Conseil SAM et d'aller de l'avant avec nos partenaires. Parce que la plateforme, pour nous, elle va vraiment nous permettre d'avoir une vision globale et nous permettre une évaluation par projet portée par chacun des organismes partenaires, mais aussi une évaluation de notre système en alimentation. C'est plus que ce que nous aurions pu fournir avec les moyens que nous avons. Donc, comme dit plus tôt, le manque de ressources, il aide clairement pas. Donc, on a eu, concernant la plateforme d'évaluation, on a eu quelques rencontres de préparation avec Eliane et Erika, et puis récemment avec les partenaires, on a pu sélectionner nos indicateurs. Et les partenaires, ils ont vraiment pu avoir une vision de ce qu'allait pouvoir apporter la plateforme d'évaluation, puis d'avoir une vision aussi des indicateurs. Ils étaient vraiment très impressionnés. Et on est tous conscients quant à la démarche euh, et à l'utilisation de cette plateforme qui va vraiment nous permettre d'évaluer chaque action et de gagner un temps considérable. Puis savoir que ces indicateurs, ils sont dédiés à l'alimentation, impliquant une diversité d'acteurs, ça nous laisse entrevoir des possibilités de collaboration très intéressantes et d'apprentissage des uns et des autres. Donc voilà, on a vraiment hâte d'aller de l'avant pour les prochaines étapes. Et je pense que ouais, ça résume pas mal ce qui s'est passé dernièrement de notre côté à Saint-Michel. Fantastique. Merci beaucoup, Sarah, pour ce témoignage. C'est vraiment le fun, j'avoue, là, en toute transparence. Moi, j'étais la première à avancer un peu à reculons. Au début du projet, moi, je me disais, mon Dieu, mes organisations n'ont pas le temps de faire ça. Puis, est-ce qu'ils vont vraiment trouver ça pertinent? Puis, j'avais vraiment peur de rajouter du travail. Mais comme ça a été mentionné par Maud et Sonia, l'évaluation, souvent, est déjà faite dans les organisations. C'est déjà du temps qui est mis là. Puis il y a plusieurs avantages à faire ce travail-là. Puis finalement, c'est ça, on se rend tous compte, toutes et toutes compte qu'on finalement, on en fait d'évaluation, puis il faut juste prendre vraiment le temps de le valoriser. Puis aussi, ben, la structure des indicateurs développés par Eliane, ça peut juste être un outil qui renforce notre capacité à le faire. Donc, c'est vraiment super à ce niveau-là. Et on dit que ça évite aussi de débuter les services dans les mêmes quartiers. Ben oui, c'est toujours se parler puis avoir travaillé plus en concertation, puis de s'assurer de bien comprendre qui fait quoi, puis d'évaluer ensemble les services d'un quartier, ça a plusieurs avantages pour mieux connaître qu'est-ce qui se fait. On va passer, je veux juste vous montrer, revenir, comme vous êtes inscrit au webinaire, vous avez rempli des questions. Vous avez répondu à des questions. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien mon écran. Oui. Ouais? OK, fantastique. Donc, on vous demandait qu'est-ce qui vous motive à faire des évaluations, puis on avait amélioré ses pratiques, mesurer l'impact de ses activités, faire de la reddition de comptes, trouver du financement. Fait que je suis comme, ah ben, je pense qu'on a fait le tour. Je sais pas s'il y a d'autres éléments de motivation pour faire des évaluations dans la vie, mais je trouvais vos réponses excellentes. Puis je serais curieuse, en tout cas, Maude, vois-tu des éléments complémentaires? Je trouvais que ça résumait bien les avantages. Je sais pas, je me disais, ah, penses-tu qu'il y a d'autres choses que ça? Ben, c'est pas mal ce qu'on a vu en faisant la recherche. Là. On ne vous a pas présenté l'ensemble des résultats, mais on avait des questions sur pourquoi vous vous engagez dans des démarches d'évaluation. Puis
c'est pas mal ça qui ressortait. Puis même, je dirais le premier puis le deuxième là, arrivaient assez en premier. Là. Effectivement, super. Améliorer ses pratiques, on était content. On a vu que quand même, pourquoi je dis contente, là, parce que on voit que cette ouverture-là, puis cette reconnaissance-là, que ça peut être utile pour nous en tant qu'organisme, là, est ressortie. Fantastique. Fait que l'autre question qu'on demandait, c'est qu'est-ce qui vous aiderait pour intégrer plus l'évaluation dans votre travail? Puis ce qu'on a reçu le plus comme réponse, c'est d'avoir une meilleure méthodologie, plus de connaissances sur le sujet. Fait que là, ça va nous faire plaisir de travailler sur ça le plus possible. De meilleurs outils, on est là-dedans. Puis plus de temps. Puis ça, on veut juste plus se le souhaiter à tout le monde. On ne peut pas en créer, mais mon Dieu, c'est tout à fait une limite qu'on a tous. Je ne reviendrai pas trop vrai. Là, je passe tout de suite à ma question préférée de mon monde de licorne et de princesse. Donc, c'était la question qu'on vous posait. Si vous aviez tous les moyens du monde, qu'est-ce que vous aimeriez évaluer dans vos projets ou votre organisation? Puis là, vos réponses sont vraiment... J'ai beaucoup aimé plusieurs réponses qui parlaient de l'impact réel de nos actions sur la population. Puis de comprendre c'est quoi les impacts, les effets des services alimentaires sur les populations visées, comment ça change les habitudes des gens, est-ce qu'ils changent de comportement grâce à nos projets, est-ce qu'il y a l'impact sur l'apport nutritionnel, l'acquisition de certaines habitudes alimentaires. Tout ça, je trouvais, c'était vraiment revenu souvent comme réponse. Puis, je trouvais ça super bien. Puis, c'est difficile à, justement, là, tu sais, on parle si vous aviez tous les moyens du monde, est-ce que ça s'évalue, ça, l'impact réel? Puis, je sais pas, est-ce qu'il y en a, on jase, là, puis le micro est ouvert. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des bonnes pratiques, qui ont des éléments à partager ou des réflexions par rapport à comment on évalue ça, l'impact réel de nos actions sur la population? Une fille s'essaye. Parce que, tu sais, on est en sécurité alimentaire, puis on essaie d'évaluer ça. Il y a peut-être des gens qui ont surpassé le monde de licorne, puis qui réussissent à évaluer ça. Mais c'est pas évident, mais moi, je le prends bien en note, puis on va se pencher sur ces réponses-là parce que c'est vraiment quelque chose qui est super important, qui est à la base de notre travail. Donc, il y a des questions à se poser si on a de la difficulté à bien comprendre c'est quoi l'impact de nos actions sur les populations. Donc, c'est l'élément clé, à mon avis, de pourquoi on travaille. Donc, on y reviendra. On pourra passer tout un webinaire sur la question. Donc, pour, euh, pour rendre ça encore plus participatif, on va foncer dans un Miro. Donc, pour les quelques minutes qui restent, on va en profiter pour vous montrer c'est quoi les indicateurs finalement qui ont été développés. On va explorer tout ça dans un Miro que je vais vous mettre dans le chat. Ça a déjà été mis par Eliane, merci beaucoup. Donc, vous avez juste à cliquer dans le lien sur le chat, puis je vais arrêter de partager mon écran, puis même, Eliane, si tu veux prendre le contrôle pour nous aider à explorer le Miro pour une Oui, quinzaine de donc minutes. j'espère que vous êtes un peu familier avec Miro, mais c'est pas très complexe. Donc, je vous invite, si vous voyez sur mon écran, là, je vous invite à la petite boîte intitulée Étape 1. Puis, on va juste prendre quelques minutes pour que vous familiarisiez avec les catégories d'indicateurs. Donc, le petit jeu pour commencer, c'est de choisir 3 catégories d'indicateurs là, que vous aimeriez explorer aujourd'hui, parce qu'on pourrait toutes les passer, mais ça serait long. Donc, prenez une petite étoile et glissez-la là, à côté des catégories qui vous intéressent. Fait que maximum 3 par personne. Fait que vous pouvez prendre la flèche là, puis aller sélectionner comme ça les étoiles. Si vous éprouvez des difficultés techniques, n'hésitez pas à ouvrir votre micro et nous le dire. On va pouvoir vous aider. Des fois, ces Miro, c'est pas toujours évident là, de comprendre la première fois qu'on rentre là-dedans comment ça fonctionne. Je vois pas les icônes. Je peux rien sélectionner en fait. OK. Donc, tu es dans le Miro. Ouais, je suis dans le Miro, mais je vois juste un quadrillé blanc vide. Ah, OK. Il faut zoomer in ou out. C'est probablement juste un peu plus loin. Donc, je t'invite à zoom out, puis tu vas voir, tu vas probablement voir apparaître à quelque part sur
Ah, OK, oui, je vois. Merci. Fantastique. Hum. Donc, j'aime ça. Évidemment, on se doutait bien que vous allez vous intéresser à la sécurité alimentaire, mais on était curieux. Oh, il y a des gens qui bougent le tableau. Attention. Donc, juste ça, c'est super intéressant pour voir, bon, mais sur quoi les gens, tu sais, là, on est bien sûr espace cuisine pour la sécurité alimentaire, pour la sécurité alimentaire, on savait bien que ça allait aller là, mais c'est quoi les autres volets? On ne voulait pas choisir pour vous, on ne pourra pas explorer tous les indicateurs, là, il y en a une soixantaine. Donc, grâce à cette sélection-là, on va explorer les indicateurs en sécurité alimentaire, bien sûr, mais aussi les thématiques qui vous intéressent le plus. On voit qu'il y aurait probablement, les gens peuvent tricher pour aller mettre toutes les étoiles vers les thématiques qu'ils préfèrent, mais on va espérer on fait confiance avec ce petit jeu. Ouais, je pense qu'on peut aller voir aussi approvisionnement et distribution puis transfert de connaissances. Excellent, bonne idée. Donc, vous Ah, avez ben il y a une bien. mutualisation qui est. Attends, là, j'ai les noms des gens. Je sais pas entre transfert ou mutualisation, qu'est-ce qui est le plus populaire. Je pense On que c'est n'a pas beaucoup de mutualisation maintenant. temps. On n'a pas Ouais, beaucoup de temps, on va Eliane, aller fait vite. qu'on va commencer puis on verra. Tu sais, si on n'est pas obligé de toutes les voir, mais au moins quelques exemples dans chacun, ça pourrait être une bonne idée. Mhm. Donc, on va dézoomer et descendre à l'étape 2. Fait que là, il y a beaucoup de boîtes. On va aller du côté ici là, de la boîte, je veux dire, voyons, des petites boîtes avec le cercle au milieu sur les fonctions du système alimentaire. Euh, Puis je vais vous présenter les indicateurs sur la sécurité alimentaire. Puis c'est intéressant que vous ayez choisi cette catégorie, puis je suis pas surprise. Puis j'en ai parlé à la fin de ma présentation. Dans cette catégorie, il y a 3 indicateurs qui nécessitent des collectes de données auprès des bénéficiaires. Donc là, c'est pour aller mesurer, disons, la perception des usagers. Comme vous voyez, là, la première colonne, c'est l'indicateur. La deuxième colonne, c'est les modalités de réponse. Euh, donc, là, je vais vous parler rapidement de ces indicateurs-là, mais là, ça serait de mettre sur un... Si ces indicateurs-là, vous voudriez les intégrer à votre plan d'évaluation, écrivez le nom de votre projet et de votre organisation sur un post-it jaune. Fait qu'on sélectionne un post-it, puis on peut écrire le nom on peut écrire dessus. Puis après ça, le draguer dans la troisième colonne si on dit oui, moi, je veux mesurer ça. Mais attention, si vous dites, hey, moi, ça m'intéresse vraiment, mais je sais que j'aurai jamais le temps, j'aurai jamais les ressources, j'aurai jamais la capacité de mener cette évaluation-là, ben dans ce cas-là, on l'écrit sur un post-it rose. Parce que ça, c'est aussi quelque chose qui nous intéresse. On a remarqué dans les différents ateliers qu'on a menés dans les derniers temps qu'il y a des indicateurs qui intéressent beaucoup de gens, mais que finalement, dans la réalité, là, on peut pas vraiment les mesurer. Puis, je reviens sur ce point-là parce que, dans le fond, comme je le disais, là, ces 3 indicateurs-là nécessitent des collectes de données. Ben, nous, on vous laisse pas de même aller faire des sondages. Non, on va vous offrir des outils pour faire le sondage, donc des canevas de sondage avec des questions à poser aux participants des projets là, de sécurité alimentaire. Puis, nous, après ça, on propose, bon, tu prends les réponses à telle question, puis c'est à partir de ces résultats-là qu'on peut tirer des grandes tendances pour répondre à ces indicateurs-là. Euh, Parce que, puis ça, on l'a testé dans la première phase d'expérimentation avec le projet de carte proximité qui a été évalué grâce à des sondages, à des groupes focus, etc. Ben, il y avait ces 3 indicateurs-là qui ont été mesurés. Fait que comme je le disais tantôt, on a la perception des usagers de l'accès aux fruits et légumes dans le cadre du projet. Donc, l'accès, là, on le sépare en différentes dimensions, là, l'accès physique, l'accès économique, l'accès à des aliments de qualité, puis l'accès personnel et culturel. Après ça, on a l'indicateur sur la perception des usagers quant à leur pouvoir d'agir sur leur projet, sur leur alimentation grâce au projet. Donc, encore une fois, cet indicateur-là, il se sépare en trois dimensions. Donc, la- l'empowerment alimentaire, comme on pourrait l'appeler, c'est formé de l'accès aux ressources pour se nourrir. C'est formé également du sentiment de choix et de dignité. Donc, tu sais, je peux manger ce que je veux, je peux faire mes propres choix. Puis aussi, j'ai les compétences pour agir, pour participer dans ces différents projets-là. Puis enfin, le troisième indicateur, c'est est-ce qu'il y a des habitudes qui changent? Est-ce qu'il y a des nouvelles habitudes
qui sont intégrés par les participants. Puis ça, c'est toujours quand ils utilisent les services. Parce que quand on prend, mettons, la carte proximité, ben, on va demander aux gens, quand vous avez la carte proximité, qu'est-ce que vous faites? Parce qu'on sait que avoir sa carte proximité, mettons, 3-4 mois par année, ça va pas changer nos pratiques sur l'ensemble de l'année, parce que l'ensemble de l'année, ben, on n'aura pas plus d'argent pour se nourrir, tu sais. Donc là, ben, c'est d'identifier, est-ce que grâce à notre projet, est-ce qu'il y a eu des gens qui ont découvert des nouveaux points de vente? Est-ce qu'ils ont plus fréquenté un point de vente qu'ils connaissaient déjà? Est-ce que finalement, maintenant, ils achètent des produits locaux grâce à ce projet-là? Est-ce qu'ils vont consommer une plus grande variété de fruits et légumes, etc. Fait que finalement, c'est intéressant. On voit qu'il y a des indicateurs là, qu'on trouve intéressants, mais qu'on trouverait difficile de les mesurer, de les évaluer. Irka, je sais pas si tu veux qu'on pose des Non, questions on là-dessus ou on peut. va Non, sur une non, autre. on va explorer les indicateurs comme ça rapidement. Puis n'hésite pas à bien zoomer parce qu'il y a du monde qui ne sont pas directement dans la Ah oui, c'est vrai. plateforme, là. Mais on va aller voir une autre thématique qui était considérée comme très intéressante. Ça peut être transfert de connaissances et de pratiques ou approvisionnement et distribution. Peut-être pas des faire. Si Approvisionne. on va approvisionnement, pas de problème. Juste en faire 3-4 pour passer à l'autre Ouais, parce qu'il juste quelques minutes. on va Puis passer vite. zoom-moi ça comme du monde. Zoom in dans l'orange ici, approvisionnement et distribution d'aliments. Bien sûr, c'est ce que font les projets également en sécurité alimentaire. Donc, même principe. En jaune, qu'est-ce qu'on intégrerait dans notre plan d'évaluation. En rose, qu'est-ce qu'on voudrait mais qu'on ne peut pas. Fait qu'on a un indicateur pour dire, bon, est-ce que vous faites de la tarification sociale dans le cadre de votre projet? Si oui, quel type de tarification? Ça nous intéresse là, à une échelle plus macro. On veut savoir, il y en a combien qui font de la tarification sociale? Après ça, il y a toutes des questions liées au transport. Combien ça coûte le transport dans ce contexte-là? Par exemple, ici, combien de kilomètres alimentaires moyens sont parcourus par les aliments du champ à l'organisme? Fait que, il y en a qui ont de la pro vraiment locale, qui travaillent avec des producteurs, mais ils ont peut-être ces informations-là. Un peu dans la même veine, là, le nombre et le type d'intermédiaires entre la production et la consommation. Qu'est-ce qui peut être intéressant? Puis, tu sais, il faut vraiment le voir qu'il n'y a pas tous les indicateurs qui s'appliquent à tous les projets non plus, parce que, tu sais, le nombre de commandes de produits frais formulés par type de partenaire, ça, c'est vraiment beaucoup pour les projets de pôle alimentaire qui ont une offre en aliments. Ben, tu sais, c'est eux, ils vont recevoir des commandes. Mais si vous êtes une organisation qui font de la distribution directe à des individus, cet indicateur-là ne s'applique pas à votre, euh, à votre cas. Ben, tu sais, nombre de paniers distribués aux usagers, nombre de repas distribués aux usagers, ça peut être choisi par plusieurs organisations en sécurité alimentaire. On a le poids des aliments distribués dans l'année puis leur provenance, justement, pour identifier est-ce qu'on s'approvisionne plus grâce à la production urbaine ou est-ce que c'est plus grâce à la distribution en gros, grâce au commerce de détail? Est-ce qu'on est dans de la récupération par le glanage ou par justement la récupération Moisson Montréal, etc. Fait que voilà. Fait que ça, c'est quelques-uns, là, je vous fais ça en vrac, là. Là, il y aurait transfert de connaissances, un petit dernier, puis après, on se jaserait un peu de tout ça. Ou c'était mutualisation, l'autre qui était. Euh, Attends, ben, mettons. c'est juste que, ouais, on dirait que les gens viendront nous parler s'ils veulent voir ou ils peuvent les explorer même directement, mais Fait que là, on descend un peu. Là, on était comme vraiment associé aux activités du système alimentaire. Là, si on se tasse vers la gauche, on a nos indicateurs. C'est 5 catégories qui sont comme plus générales, qui peuvent s'appliquer à l'ensemble des projets. En bas, la boîte en jaune, c'est le transfert puis la production d'informations, de connaissances et de pratiques. Euh, Puis là-dedans, il y a deux indicateurs. Un sur les activités de transfert de connaissances. Donc, on dit que le transfert de connaissances, c'est un processus qui réfère à l'ensemble des activités puis des mécanismes de diffusion, d'adoption puis d'appropriation de nouvelles connaissances. Donc, on veut vraiment caractériser ces activités-là. Indiquer c'est quoi le type d'activité que vous faites. Là, on donne des exemples.
dans la plateforme, c'est des choix de réponse, là. Fait que dire, mettons, par exemple, moi, je fais des conférences puis des ateliers. Fait que je vais sélectionner cette catégorie-là. C'est qui mon public cible? Ben, tu sais, moi, mon public cible, c'est les organisations communautaires, puis les OBNL. Fait que je sélectionnerai cette catégorie-là. Puis après ça, dire c'est quoi le sujet de cette activité de transfert de connaissances. Donc, ben, moi, c'est gouvernance, gestion et évaluation. Puis après ça, ben, je pourrais quantifier ben, combien de personnes ou combien d'entités, finalement, combien d'organisations là, j'ai rejoint cette année là, dans mes activités avec évaluation en commun. Donc, ça serait dans cette dernière case que je pourrais l'indiquer. Puis la plupart des organisations ont plusieurs activités de transfert, fait qu'on peut répondre encore pour une autre. Si en plus des conférences, tout ça, ben, on a aussi de l'accompagnement, ben là, on remplit encore une fois qu'est-ce qu'on fait comme type d'activité, nos publics cibles, nos sujets, puis nos personnes et entités rejointes. En bas, il y a l'autre indicateur là, sur les stratégies de communication, de sensibilisation et de promotion par sujet. Donc là, on est plus dans c'est quoi mes stratégies, par exemple, pour si je veux changer des comportements, changer des mentalités, faire connaître un enjeu. Par exemple, l'année prochaine, le conseil SAM veut beaucoup parler du régime planétaire, puis il va avoir une stratégie de communication qui va vraiment être axée sur ce sujet-là. Ben, tu sais, ça sera un bon exemple de projet là, qu'on pourrait documenter avec cet indicateur-là. Donc, préciser c'est quoi les actions qui sont mises en place, c'est qui les publics cibles, c'est quoi les sujets, puis encore une fois, qui rejoint, si on fait une stratégie sur les réseaux sociaux, puis on a des données sur notre l'atteinte là, de l'atteinte des personnes. Fait que voilà. Ben là, j'ai l'impression que c'est pas très populaire auprès du public ici aujourd'hui. Vous faites pas beaucoup de transferts? C'est une bonne question. On pourra le voir. Ben, c'est bon, on va sortir du Miro, puis on... Oh, pardon, il y a quelqu'un qui... Excusez, non, je répondais à la question. Il n'y a pas beaucoup de gens qui font de transfert, pas à Montréal, c'est tout. OK. Ou parmi... Saint-Jean, oui, mais Euh, oui, c'est ça. Alors, je vois, merci pour votre exploration dans le Miro. Puis le Miro va vous être rendu disponible. Vous pouvez l'utiliser comme référence. Là. Ça va être un outil comme un peu comme un PowerPoint finalement là, pour garder tout ça en tête pour vous. Il y a quelqu'un qui dit, je sais à lire les indicateurs, ils seraient tous à remplir. Ça, c'est la blague parce que souvent, justement, je vous disais que j'étais gênée, puis que je me disais, ah mon Dieu, les gens n'ont pas le temps, mais quand on voit aller ces indicateurs, souvent, ce qu'on voit là, avec la quarantaine de projets qui ont fait l'accompagnement, c'est que, oh mon Dieu, on veut tous les suivre, mais c'est justement pour avoir un plan d'évaluation qui est un peu moins lourd, c'est mieux de juste choisir véritablement ceux qui nous intéressent de façon très, très proactive, parce que sinon, En c'est plus, je ça. tiens à dire que j'en ai un peu enlevé parce que il y en a que je savais que ça appliquait pas du tout aux organisations en sécurité alimentaire. Fait que c'est ça. Au total, il y en a une soixantaine. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'il y a plein d'autres indicateurs aussi, comme Yann disait, que c'est pas tous les indicateurs possibles du monde qu'on pourrait. Tu sais, il y a des organisations qui nous disent, ah, mais là, on peut-tu en rajouter des indicateurs et des choses qu'on suit qui nous intéressent? C'est là qu'il y a le jeu de, ben, nous, il y a cette démarche-là qui est liée au plan d'action du Conseil SAM qui vise à évaluer des projets. Mais vous, dans votre évaluation, dans votre organisation, dans ce que vous faites, si vous voulez bonifier ça avec des indicateurs, euh, vous êtes plus qu'invité à. C'est complètement ouvert. C'est juste que dans la plateforme, là, on a un peu restreint le nombre d'indicateurs à suivre. Puis, ben, c'est ça. Je sais pas, je voulais. Il y a plusieurs personnes qui ont énoncé aujourd'hui leur intérêt à être accompagnées. Puis, je vous invite fortement, là, je vous ai mis dans le chat le lien pour l'évaluation du webinaire aujourd'hui. Donc, non seulement nous donner votre avis sur comment c'était, puis qu'est-ce que vous aimeriez, puis si vous avez des commentaires, des suggestions, c'est à travers ce formulaire-là que vous pouvez le faire. Puis, à la fin, on vous invite à énoncer votre intérêt si vous voulez un accompagnement. Ça va nous assurer d'avoir votre courriel, puis pouvoir communiquer avec vous, prendre rendez-vous. Puis justement, la première rencontre d'accompagnement, ben, ça va pouvoir aller un peu plus vite avec vous, vu que vous avez une bonne idée du processus général, mais on va pouvoir réexplorer plus en détail là, avec Eliane. C'est vraiment Eliane qui mène ces accompagnements-là.
Donc, de sélection finalement des indicateurs potentiels qui pourraient être dans votre plan d'évaluation. Puis, comme ça a été mentionné, à partir de janvier, l'idée, c'est de là être dans un processus de tout le monde rentre ses données, puis on analyse tout ça au printemps. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à tout ça? Il reste des choses, des éléments pas clairs ou des choses que vous aimeriez savoir avant que on se dise au revoir et qu'on aille dîner. Oui, Logan. Ouais, j'ai une petite réflexion. Moi, je travaille pour le collectif Récolte. J'ai eu un souci, j'ai dû changer d'ordi, fait que ça apparaît plus. On a eu la chance de participer à Moral en commun, puis d'être accompagné justement par la chaire et tous les autres partenaires impliqués pour développer ces plans d'évaluation, puis réfléchir aux indicateurs justement. Puis, tu sais, quand j'entends, tu sais, dire on veut prendre plein d'indicateurs et tout, nous, c'est un petit peu ce qu'on a fait, par exemple. Et il y a quand même une nuance entre, tu sais, documenter, avoir la donnée disponible à rentrer, tu sais, sur la plateforme, etc., puis renseigner les données, versus tous les processus que ça peut amener dans les organisations ou autres. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé la présentation de tantôt sur évaluation intégrée, systématique. C'est que ces plans d'évaluation-là s'accompagnent après de choix d'organisation, puis tu sais, dans quoi on se lance, puis comment on intègre réellement l'évaluation. Puis ça, c'est un effort qui est quand même très, très, très important. Puis là, les heures sont pas à compter, tu sais, en termes de ressources humaines impliquées, etc. Euh, mais ça reste que, tu sais, pour nous, par exemple, l'évaluation en commun, ça a été un vrai propulseur de regarder des indicateurs, se lancer dans de la collecte de données quantitatives, puis derrière réfléchir à, OK, mais qu'est-ce qu'on en fait en termes d'analyse, qu'est-ce qu'on en fait en termes de réflexion plus stratégique, puis de réorientation des projets et tout. Euh, mais c'est ça, j'étais vraiment curieux, moi, de savoir si vous aviez identifié dans votre recherche des bonnes pratiques pour passer d'évaluation peut-être un peu plus type reddition de compte vers de l'évaluation intégrée, vers de l'évaluation systématique, parce que c'est des choses que nous, en interne, on travaille beaucoup, puis aussi pour, dans nos mandats d'accompagnement, essayer d'accompagner aussi d'autres organisations là-dedans. Donc, j'ai trouvé ça super intéressant, en tout cas. Est-ce que je peux me permettre mais merci, merci vraiment du commentaire et de la réflexion. Je pense que c'est important. Effectivement, commencer à réfléchir la place de l'évaluation de façon intégrée, même si on a déjà des pratiques puis des activités qui peuvent y être liées, il faut quand même réfléchir à comment on va l'organiser, tout ça. Puis ça prend comme un souffle important de départ, là. Puis de le réfléchir comme ça. Mais les bonnes pratiques, là, je pourrais prendre beaucoup de temps pour le faire, mais j'inviterais peut-être, là, j'ai pas le lien directement, mais je pense que quand on va vous envoyer les choses, on pourra vous envoyer le lien vers les différents documents qu'on a. Puis il y a dans les 4 cas qu'on a documentés, il y a des pistes là-dedans de pratiques qui ont été faites, mises en place pour tranquillement amener l'évaluation comme une pratique intégrée dans l'organisation. Puis on voit vraiment l'oscillation entre les pratiques intégrées et les pratiques systématisées, puis comment on en est arrivé à bien cohabiter avec les deux, puis à ce qu'elles se nourrissent l'une et l'autre à travers les besoins de reddition de compte. Fait que ça, c'est des pistes en soi, mais effectivement, il faut y avoir comme il y a comme un moment de départ là, qui demande un investissement un petit peu plus grand pour le réfléchir dans la durée. Bon, comme d'habitude, j'aimerais ça avoir 1 heure de plus pour en jaser davantage, mais on va prendre le temps de se donner du temps pour se reposer et manger. Mais merci tout le monde pour votre participation. Merci particulièrement à Maud Léonard puis Sonia Tedorosas d'avoir voulu participer à notre webinaire. Merci à Eliane d'avoir mis tant d'énergie et de continuer à en mettre pour toute cette démarche. Puis ça va être un grand plaisir, tout le monde, d'avoir de vos nouvelles. N'hésitez pas à nous écrire, Yann puis moi, si vous voulez en jaser, si vous avez plus d'informations. Il n'y a rien qui, comme je vous disais,
ça ne vous engage à rien, puis nous, ça nous permet de vous sensibiliser davantage, puis de voir avec vous qu'est-ce qui est possible. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Puis sinon, ben, je vous souhaite une excellente journée, puis à bientôt.